Bonjour à tous et puis merci beaucoup pour votre présence et puis merci à Chimnitou pour son invitation dans le cadre de cette journée qui est consacrée au Palais Longchamp et puis merci à l'association Andromède de l'Université d'Aix-Marseille pour son accueil dans ses locaux. Je vais vous parler du Palais Longchamp aujourd'hui dans la mesure où c'est un musée et qu'il s'inclut en conséquence dans les édifices de savoir du 19e siècle. Et je vais le mettre en perspective avec son édifice frère qui a été construit par le même architecte, donc qui s'appelle Henri-Jacques Espérandieu, et qui est le Palais Carly, qui abrite aujourd'hui le Conservatoire de musique des Bouches-du-Rhône. Je me présente à nouveau rapidement, je m'appelle Guillaume Bagreau, je suis ancien officier de l'armée de terre. Maintenant, je suis diplômé de l'Université de la Sorbonne en histoire de l'architecture. Et si je suis devant vous aujourd'hui, eh bien c'est parce que j'ai fait mon travail de recherche sur Henri-Jacques Espérandieu, qui est donc l'architecte du Palais Longchamp. Donc je vous mets ici la chronologie de vie et puis également la chronologie d'œuvre. Alors Henri Espérandieu, c'est donc quelqu'un qui naît en 1829 à Nîmes. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il arrive à Marseille en 1852, donc à 23 ans. Et il y fait toute sa carrière et il meurt prématurément à 45 ans en 1874. Donc une carrière marseillaise de 22 ans et dans une période qui est assez particulière parce que c'est une période d'effervescence architecturale à Marseille. C'est une période, le Second Empire, où l'on construit énormément et où la ville est en pleine transformation. Et Espérandieu, eh bien, c'est l'architecte en chef de Marseille à cette époque. Et il va y construire 3 édifices monumentaux, dont 2 en tout cas sont très connus. Le premier, c'est la basilique Notre-Dame de la Garde, qui est sans doute l'édifice le plus connu de Marseille, la Bonne Mère. C'est son œuvre de jeunesse, si je puis dire. Il la commence à 23 ans en 1853. Elle ne sera toujours pas terminée à sa mort en 1874. Ensuite, c'est le Palais Longchamp, qui nous intéresse tout particulièrement, qui est commencé en 1862, fin de chantier en 1869. C'est le seul édifice qui sera terminé de son vivant. Et enfin, c'est le Palais Carly, à partir de 1864, qui s'appelle également le Palais des Arts à Marseille, mais qui à l'époque est l'ancienne école des beaux-arts et bibliothèque de la cité phocéenne. Donc on a un édifice d'architecture religieuse, Notre-Dame de la Garde, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et puis 2 édifices d'architecture laïque, d'architecture civile, le Palais Longchamp et le Palais Carly, dont on va parler parce qu'ils constituent en fait un ensemble dans la ville de Marseille. Ce sont 2 édifices qu'on pourrait dire frères, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui ont plusieurs points communs. Et le premier point commun de ces 2 édifices, c'est d'être des bâtiments multifonctions. Comme vous savez, le Palais Longchamp, c'est un double musée, donc muséum d'histoire naturelle et musée des beaux-arts à Marseille, mais c'est aussi un château d'eau, donc un mélange qui est quand même assez particulier, assez intrigant, mais qui finalement reste encore assez lisible si on le compare au Palais Carly, qui accueille dans les années 1860 l'école des beaux-arts de Marseille, la bibliothèque municipale, les locaux de l'Académie de Marseille et un musée des médailles, donc 4 fonctions. Donc les 2 sont des édifices multifonctions, néanmoins ce sont des édifices qui accueillent à chaque fois des fonctions liées à la connaissance, au savoir. Alors pour résumer, vous avez la partie muséale qui est dans le Palais Longchamp, et puis vous avez la partie plutôt école et bibliothèque qui est dans le Palais Carly. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est dans quelle mesure le Palais Longchamp et le Palais Carly ont un même objectif, celui d'inscrire dans la pierre, par le support de l'architecture, une certaine idée du savoir, qui est une idée de synthèse du savoir. Je vais vous parler ici de l'histoire commune des 2 édifices, qui est celle des lieux de savoir au XIXe siècle, lieux de savoir qui s'inscrivent dans la logique de la pensée des Lumières et puis dans l'héritage de la Révolution française. Et puis ensuite, je vous présenterai séparément chacun des 2 édifices avec une lecture architecturale symbolique. Dans cette démonstration, je m'appuie sur les archives départementales des Bouches-du-Rhône et sur les archives municipales de la ville de Marseille, et puis principalement sur 2 ouvrages. Le premier, c'est La jeunesse des musées, les musées français au XIXe siècle, qui est un ouvrage collectif qui est réalisé sous la direction de Madame Chantal Georgel. Et le deuxième, c'est L'histoire des bibliothèques par Monsieur Frédéric Barbier. Alors, une histoire commune du Palais Longchamp et du Palais Carly. Et pour comprendre cette histoire commune, eh bien, il faudrait remonter à l'ancien couvent des Bernardines de Marseille, dont vous avez ici une représentation sur une gravure des années 1820.
Et cet ancien couvent des Bernardines, eh bien, vous le connaissez bien aujourd'hui parce qu'il s'appelle le lycée Thiers. Comme beaucoup d'édifices religieux qui ont été saisis à l'occasion de la Révolution française, il a été transformé en édifice public par la suite. C'est comme ça qu'en 1802, ça devient un lycée. 1804, comme vous savez, c'est l'avènement du Premier Empire, donc ça devient le lycée impérial. Et puis tout au long du 19e siècle, en fonction des changements de régime, il va porter des noms différents. Néanmoins, ça reste toujours le Grand Lycée de Marseille. Et c'est dans cet ancien couvent des Bernardines que pendant toute la première partie du 19e siècle, on va entreposer les collections de livres et d'œuvres d'art de Marseille. Et jusqu'à la construction du Palais Longchamp et du Palais Carly, c'est-à-dire les années 1860, l'ancien couvent des Bernardines, qui est donc un lieu d'enseignement, c'est en même temps le musée des beaux-arts de la ville, la bibliothèque municipale et aussi une école gratuite de dessin. Donc 3 fonctions qui sont centralisées dans un lieu d'enseignement. Alors plus précisément, on va retrouver la bibliothèque dans une des ailes du couvent des Bernardines, et puis on va trouver le musée des beaux-arts dans l'ancienne chapelle du couvent, qui existe toujours aujourd'hui, que vous avez en photo ici, qui est en très bon état, que vous pouvez voir à la connexion de la rue Liottot et du cours Julien, et qui accueille aujourd'hui le théâtre des Bernardines. Alors qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, dans les années 1850, le lycée est en phase d'expansion, et le rectorat aimerait bien récupérer ses locaux. Et c'est dans ce contexte que la municipalité de Marseille va envisager la construction d'un musée des beaux-arts, d'un muséum d'histoire naturelle, d'une école des beaux-arts et d'une bibliothèque municipale. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que de la même manière que toutes ces fonctions sont centralisées dans un lieu unique, le couvent des Bernardines, et bien de la même manière, on va envisager de construire un lieu unique qui rassemblera toutes les fonctions. Et le lieu unique qui est prévu initialement, c'est le plateau de Longchamp, qui à l'époque est en périphérie de la ville. Et finalement, c'est seulement pour une question de place, et puis pour donner un petit peu plus d'envergure à chacun des édifices, qu'on va décider de séparer la fonction muséale, Palais Longchamp, de la fonction bibliothèque, école d'art, donc Palais Carly. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a une généalogie commune des 2 édifices, qui est liée à l'ancien couvent des Bernardines, et une manière commune de penser la bibliothèque, le musée, l'école des beaux-arts. Ces 3 fonctions qui sont pensées de la même manière. Alors, pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, il faudrait se pencher sur l'histoire des bibliothèques et des musées en France, une histoire qui est profondément liée à la Révolution de 1789. Le musée moderne tel qu'on le connaît et la bibliothèque, ce sont donc des concepts qui sont issus de la Révolution. Vous savez que sous l'Ancien Régime, à part quelques exceptions, ça n'existe pas. La majorité des bibliothèques et des collections d'œuvres d'art se trouvent dans les abbayes, dans les couvents, dans les châteaux. Et les choses changent en 1789 avec la Révolution, et en particulier avec un événement qui est très connu et qui a une importance considérable, c'est la nationalisation des biens du clergé. Alors vous savez qu'en 1789, la France est en faillite, il y a une dette absolument considérable, et pour combler cette dette, eh bien, l'État saisit les couvents, les abbayes, les églises, expulse les ecclésiastiques, et met en vente publique les édifices. Sauf que pour vendre ces édifices, eh bien, il faut commencer par les vider, et ces édifices contiennent eh bien, des bibliothèques souvent très anciennes, et puis des collections de tableaux, de sculptures. Et c'est dans ce contexte révolutionnaire que d'un coup, l'État va se retrouver avec entre les mains une quantité considérable de livres et d'objets d'art, dont il faut bien faire quelque chose. Alors au début, eh bien, les révolutionnaires entreposent les livres et les œuvres un petit peu comme ils peuvent. Tout ça est souvent déplacé sans précaution particulière, dans des dépôts provisoires et sans aucune notion de conservation. Il y a beaucoup d'œuvres et de livres qui sont perdus, qui sont dispersés, qui sont détériorés. Ça, c'est la première étape, c'est la nationalisation des biens du clergé, 1789. Et puis il y a une deuxième étape, et cette étape, c'est 1792, février 1792, c'est la saisie des biens des émigrés. C'est-à-dire que cette fois, l'État s'empare des biens des familles nobles qui avaient quitté la France à l'occasion de la Révolution. Et là, à nouveau, les châteaux, les propriétés sont mises en vente, sont vidées, et il y a un nouvel afflux de livres et d'œuvres d'art dans les mains de l'État. Et puis il y a une troisième étape, qui est très importante aussi, c'est la campagne d'Italie, la première campagne d'Italie du général Bonaparte à l'époque, qui, j'ai le regret de le dire, est une guerre de rapine, donc on s'empare un peu de tout ce qu'on peut dans les villes italiennes, y compris d'œuvres d'art. Et c'est dans ces circonstances eh bien, que le 27 juillet 1798, on organise sur le Champ de Mars une grande fête à Paris. C'est la fête de la liberté et des arts, et à l'occasion de cette fête arrivent, tirés sur des charrettes par des animaux exotiques,
toutes les œuvres d'art qui ont été saisies pendant la campagne d'Italie. Alors, il faut les administrer, ces œuvres d'art et ces livres. Alors comment ça va se faire? Eh bien, ça va se faire dans une logique révolutionnaire. C'est-à-dire en cherchant à mettre à la disposition du peuple ce savoir par la création de lieux qui sont les musées et les bibliothèques. Alors ça va passer par un certain nombre de lois. Pour les bibliothèques, je crois qu'il y en a deux qui sont particulièrement importantes. C'est tout d'abord la loi du 27 janvier 1794, c'est la loi qui crée les bibliothèques publiques en France, 1794. Et puis une autre loi qui est très importante, c'est celle du 22 octobre 1795, qui crée une école centrale par département qui est rattachée à une bibliothèque publique. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a d'emblée un lien qui s'établit entre la bibliothèque et l'école. Ça, c'est la partie bibliothèque. Et pour la partie musée, il y a une loi qui est très importante, qui date du 14 Fructidor en 9, donc calendrier révolutionnaire. Si on le traduit dans notre calendrier, c'est le 31 août 1801. C'est la loi Chaptal, qu'on doit à l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Jean-Antoine Chaptal, que vous pouvez voir ici en buste. Et c'est une loi qui répartit les œuvres d'art qui ont été saisies pendant la Révolution parmi 15 musées à travers toute la France, dont le musée de Marseille. Cette loi Chaptal, ça n'est pas celle qui crée à proprement parler les musées en France. Néanmoins, c'est la première tentative sérieuse de la part du pouvoir central d'organiser de manière cohérente une politique muséale, si vous voulez. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une histoire commune des bibliothèques et des musées en France, que cette histoire, elle prend sa racine dans la Révolution de 1789, et elle se fait dans l'idée de rendre accessible au peuple ce savoir que représentent les livres et les objets d'art qui ont été saisis. Alors vous voyez que ce concept de bibliothèque et de musée, il est profondément lié à la notion de transmission du savoir, c'est-à-dire à la notion d'enseignement. Et si je déploie le concept d'enseignement, eh bien j'arrive sur le concept d'école, si bien que dans la pensée de l'époque, école des beaux-arts, bibliothèque et musée procèdent d'une même logique, d'une même démarche. Et vous voyez que c'est une démarche englobante de l'idée de connaissance. Et cette approche englobante qui est mise en pratique dans la période post-révolutionnaire, elle permet en fait la concrétisation de l'idéal encyclopédique des Lumières. L'encyclopédie est publiée par Diderot et d'Alembert dans les années 1750-1760, je crois que le dernier numéro c'est 1772, et l'encyclopédie comporte notamment un article qui est consacré au Louvre. Et les encyclopédies souhaiteraient faire du Louvre un musée accessible au public. Vous savez que sous l'Ancien Régime, le Louvre, ça n'est pas encore un musée, c'est un palais qui accueille les collections royales d'œuvres d'art, et puis un certain nombre d'académies également, dont une qui est très importante, c'est l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture, qui est, si vous voulez, l'ancêtre de l'école des beaux-arts de Paris. C'est en 1793, donc suite à la Révolution, que le Louvre est transformé en musée. Et ce Louvre, eh bien, on peut dire que finalement, si on accepte les quelques tentatives d'Ancien Régime, qui viennent souvent d'ailleurs d'initiatives individuelles, eh bien, c'est le premier vrai musée moderne français. Et en conséquence, il a une importance considérable dans l'univers intellectuel du musée tel qu'on le pense au XIXe siècle. Les architectes qui construisent des musées au XIXe siècle ont toujours en tête l'idée du Louvre qui est le grand musée français. Alors je vous donne ici un exemple. Vous avez deux photographies en perspective, une du Louvre et puis une autre du musée de Picardie, qu'on peut voir à Amiens encore aujourd'hui, qui a été construit entre 1854 et 1869. Eh bien le musée de Picardie, c'est une copie en miniature du Louvre. Pourquoi ? Parce que les architectes pensent systématiquement au Louvre quand ils pensent au musée au XIXe siècle. Et quand on pense au Louvre, à quoi pense-t-on en matière d'architecture ? Eh bien, on pense principalement à la Renaissance, c'est-à-dire à la partie la plus ancienne du Louvre, c'est-à-dire la partie de la cour carrée qui a été construite par Pierre Lescot au XVIe siècle. Pourquoi la Renaissance en particulier ? Eh bien parce que dans ce siècle symboliste qu'est le XIXe siècle, qui accorde beaucoup d'importance à ce que représentent les styles architecturaux, eh bien la Renaissance, c'est la période de l'humanisme, et quand on pense au musée, c'est-à-dire le lieu de transmission du savoir, on pense à un lieu d'ouverture d'esprit, et en conséquence, à un lieu qui se place dans l'héritage de l'humanisme. Donc le style Renaissance, le style néo-Renaissance du Second Empire, est quand même assez profondément rattaché à cette idée d'ouverture d'esprit qui est propre au musée. Si on en vient même à Marseille, à proprement parler, vous voyez bien que le palais Carly et le palais Longchamp, ce sont des palais dans l'univers intellectuel qui est sollicité, et que
si ce sont des édifices qui ont plusieurs références en matière d'architecture, il y a quand même une dominante qui est assez forte, c'est la période Renaissance. Et finalement, ça n'est pas évident, hein, parce que si on regarde l'Angleterre, par exemple, et je vous renvoie ici à la National Gallery au British Museum, le style qui domine pour le musée, c'est plutôt le style néoclassique. C'est-à-dire que les Anglais vont percevoir le musée comme un temple du savoir, là où les Français, dans l'héritage du Louvre, vont percevoir le musée comme un palais de la connaissance. Alors j'en reviens aux encyclopédistes, à Diderot et d'Alembert, qui dans leur article Louvre souhaitent réunir en ce centre, que serait donc le Louvre, musée, toutes les collections artistiques, scientifiques et historiques pour créer, je cite, des ateliers de l'esprit humain. Des ateliers de l'esprit humain. Et la conséquence, eh bien, c'est que dans la pensée des Lumières, qui est mise en pratique pendant la période post-révolutionnaire, tous les domaines du savoir procèdent d'une logique globale, et qu'en conséquence, on peut les administrer dans des lieux communs qui en font la synthèse. Il y a comme une espèce de volonté de réparer une certaine forme de péché originel qui serait la dispersion des différents domaines du savoir. Une volonté de regrouper dans un lieu quelque chose qui serait synthétique au regard de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, initialement, à Marseille, on pense dans la même démarche intellectuelle, musée, école des beaux-arts et bibliothèque. Et si on quitte Marseille pour aller vers d'autres villes de France, on peut voir que très souvent, les concepts sont liés au sein d'un même bâtiment. Par exemple, à Grenoble, vous avez le musée-bibliothèque qui a été construit par Charles Questel, premier maître d'Henri Espérandieu d'ailleurs, entre 1864 et 1870. Donc vous voyez musée et bibliothèque dans le même édifice. Et puis j'ai ici un deuxième exemple, c'est le musée-bibliothèque du Havre, qui date de la même époque, et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui puisqu'il a été détruit dans les bombardements de 1944. Et à Marseille, c'est pour des raisons matérielles que les projets ont été séparés, mais vous voyez qu'il y a bien une démarche commune et que ça n'est finalement pas illogique, c'est même tout à fait cohérent que les deux édifices soient confiés au même architecte, c'est-à-dire Henri Espérandieu. Et je vais essayer de vous montrer maintenant dans quelle mesure le palais Longchamp et le palais Carly ont une architecture qui se met au service de la quête de synthèse du savoir qui est issue de la pensée des Lumières et de la Révolution. Alors on peut commencer par le palais Carly, dont vous voyez ici une photographie de la façade principale, façade en pierre blanc, façade linéaire, globalement d'inspiration néo-renaissance. Palais Carly qui accueille donc aujourd'hui le Conservatoire de musique des Bouches-du-Rhône, mais qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a 4 fonctions initialement qu'on va étudier à partir des plans d'époque. Alors voilà le plan du palais Carly. Le palais Carly, donc, c'est d'abord un édifice, un corps de bâtiment principal, qui est un quadrilatère de 50 mètres par 50 avec une cour intérieure. Et puis c'est un bâtiment annexe. Et tout le rez-de-chaussée du bâtiment était consacré à l'époque à l'école des beaux-arts. Vous allez retrouver dans ce rez-de-chaussée une grande salle des moulages. C'était une grande salle dans laquelle on entreposait des copies de statues antiques pour que les élèves viennent s'entraîner au dessin. Et puis on va trouver 3 classes. La première, c'est la classe de peinture, qui est la plus grande. Et ensuite, en vis-à-vis, on va retrouver la classe de sculpture et la classe d'architecture. Donc un rez-de-chaussée qui était entièrement consacré à l'école des beaux-arts, qui a été très largement remanié, pour ne pas dire totalement, dans les années 70 pour installer le conservatoire de musique. Donc il n'a plus la physionomie qu'il avait dans les années 1860. Si on monte au premier étage, eh bien, on va trouver l'espace qui est dédié à la bibliothèque, donc 2 salles. Une grande salle qui est destinée à entreposer les ouvrages, et puis une autre salle qui est une salle de lecture, 2 salles qui sont globalement dans leur état d'origine encore aujourd'hui. On va retrouver une grande salle des fêtes, la salle Magot, du nom du premier directeur de l'école des Beaux-Arts. Alors cette salle a servi pendant les années 90 au ballet de Marseille, donc elle a été partiellement transformée, on a mis un parquet de danse et puis des miroirs sur les murs. Néanmoins, elle conserve globalement son état d'origine, même si elle est en très mauvais état. Et puis dans ce premier étage, eh bien, on trouvait également une salle des médailles, un musée des médailles si vous voulez. Et enfin, au dernier étage, on avait les locaux de l'Académie de Marseille. Donc vous voyez que le palais Carly, c'est un lieu où l'on enseigne la connaissance, une école des beaux-arts, un lieu où on entrepose la connaissance et où on la diffuse, un musée des médailles et une bibliothèque, et un lieu où l'on discute de la connaissance, c'est-à-dire une académie. Donc une organisation symbolique sur 3 étages, sur 3 niveaux, qui font du palais Carly un lieu de synthèse du savoir. Et ce qui est particulièrement intéressant, vous allez le voir, c'est que l'architecture même de l'édifice cherche à mettre en avant cette idée de synthèse du savoir.
La première étape de cette démonstration, eh bien, c'est celle de la façade principale. Donc vous voyez ici un dessin d'architecte. Et dans cette façade, eh bien, Henri Espérandieu va donner aux élèves de l'École des Beaux-Arts une leçon d'architecture. Comment fait-il? Eh bien, dans la façade du Palais Carly, on va retrouver, comme vous le voyez ici, une série de 10 bustes de personnages célèbres de toutes les époques de l'histoire. Et correspondant à chacun des bustes, sur un bas-relief, au-dessus, on va trouver un monument représentatif du règne du grand personnage. Alors, quelques exemples, on va retrouver par exemple, pour l'école grecque, eh bien, le buste de Périclès qui va être associé au Parthénon. Pour la période gothique, on va trouver le buste de Saint-Louis, qui va être associé à la Sainte-Chapelle. Et puis pour la période classique, le buste de Louis XIV qui est associé au Dôme des Invalides. Donc on a 10 bustes. Et Espérandieu cherche donc à donner une leçon d'architecture aux élèves de l'École des Beaux-Arts. Il leur dit qu'il faut connaître l'art de toutes les époques pour conserver un esprit d'ouverture et d'élargissement de la connaissance sans s'enfermer dans un système de pensée. Et le Palais Carly, en lui-même, est l'illustration de cette leçon qui est donnée par l'architecte, qui va faire varier les styles architecturaux à l'intérieur de l'édifice, comme pour mettre en pratique la leçon qu'il donne en façade, si vous voulez. Alors on peut l'analyser en détail maintenant, ce Palais Carly, pour voir les différentes références qui sont sollicitées. Le premier édifice auquel Espérandieu pense quand il construit le Palais Carly, c'est l'École des Beaux-Arts de Paris, donc construite par l'architecte Félix Duban, l'architecte romantique, construit donc l'École des Beaux-Arts de Paris entre 1832 et 1840. Et cette École des Beaux-Arts de Paris, eh bien, c'est l'endroit où Espérandieu étudie pendant ses années parisiennes, entre 1846 et 1848. Si on met en perspective les plans des deux édifices, d'une part l'École des Beaux-Arts de Paris et puis d'autre part le Palais Carly, eh bien, on retrouve la même organisation, c'est-à-dire celle d'un édifice en forme de quadrilatère, avec une cour centrale et un hémicycle traité en extérieur. Et la première référence d'Espérandieu, comme de Duban, eh bien, c'est l'idée du palais italien de la période Renaissance. Alors, je vous ai mis ici une représentation du palais Farnèse de Rome, où on va retrouver cette notion de façade linéaire, ici à 3 niveaux, avec une articulation en forme de quadrilatère autour d'une cour centrale. Donc, une référence Renaissance, mais qui n'est pas unique, parce que vous allez trouver dans le Palais Carly une cour centrale qui est traitée dans un tout autre style. La façade était en pierre blanche. Et bien, dans la cour centrale, on alterne la brique et la pierre blanche. Et là, tout de suite, l'univers qui est sollicité, c'est beaucoup plus celui du règne d'Henri IV et de Louis XIII. Par exemple, ça va être le style de l'hôtel Tubeuf à Paris, que vous pouvez voir ici en photo, qui date du XVIe siècle. Hôtel Tubeuf qui accueille la Bibliothèque nationale de France, où Espérandieu a aussi étudié. Et dans l'esprit d'Espérandieu, eh bien, l'hôtel Tubeuf, c'est une espèce d'archétype de la bibliothèque publique. Mais il va y avoir également toutes sortes d'anecdotes architecturales dans le bâtiment. Et pour vous en citer une, eh bien, on va retrouver par exemple des tourelles d'angle en hors-d'œuvre sur trompe dans la cour du Palais Carly. Et ce sont, si vous voulez, des chefs-d'œuvre de la stéréotomie qu'on va déjà retrouver au château d'Annay, par exemple, qui date du XVIe siècle par Philibert Delorme, ou l'hôtel Lavrière de François Mansart. Et vous voyez que ce Palais Carly, eh bien, il multiplie les références à l'architecture de toutes les époques pour offrir à l'élève une vision englobante du savoir artistique, c'est-à-dire une synthèse de la connaissance de toutes les époques. Donc, l'édifice incarne dans son architecture même l'héritage de la pensée des Lumières, c'est-à-dire tout savoir, tout connaître et chercher à synthétiser la connaissance. Et c'est ce qu'Espérandieu a voulu dire quand il a mis dans sa façade principale un alpha et un oméga gravés. Donc c'est un fonctionnement symbolique qui est également présent dans le Palais Longchamp, qui lui aussi propose une quête de synthèse du savoir et dont je vais vous parler maintenant. Alors, ce Palais Longchamp, sa première caractéristique, c'est d'être un mélange architectural assez étrange, puisque, comme vous savez, c'est donc un double musée. On va retrouver dans une aile le musée des Beaux-Arts et le muséum d'histoire naturelle dans une autre aile, donc double musée, mais en même temps un château d'eau, donc quand même un mélange architectural assez surprenant, assez improbable, un musée château d'eau, mais qui se comprend quand on le met en perspective avec la grande histoire de Marseille. Et l'histoire du Palais Longchamp, c'est d'abord l'histoire du canal de Marseille, du canal de la Durance. Pendant toute la première partie du XIXe siècle, la question de l'eau est absolument centrale à Marseille, la question de l'approvisionnement en eau de la ville.
puisque nous sommes dans un pays de sécheresse, dans un pays où l'eau est précieuse, où l'eau est rare, où c'est une denrée qui est recherchée, et qui vient souvent à manquer. Et en conséquence, ça avait un impact sur l'agriculture des environs, et puis aussi sur la salubrité de la ville. Et il y a un événement traumatisant à Marseille, hein, qui reste dans les mémoires aujourd'hui encore, c'est 1834, une période de sécheresse exceptionnellement longue, une période où l'eau vient réellement à manquer, puisque les puits et les sources de Marseille et de ses environs sont taris. Il n'y a plus qu'1 litre d'eau par personne et par jour disponible dans la cité phocéenne. Il y a un gros manque d'hygiène en conséquence, et une épidémie de choléra terrible ravage la ville, donc avec énormément de morts. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la municipalité est obligée de prendre très sérieusement en considération le problème de l'approvisionnement en eau de la ville. Et c'est le maire de l'époque, qui s'appelle Maximin Consolat, dont vous avez vu la statue au niveau de la coupole du château d'eau du Palais Longchamp pendant la visite tout à l'heure. C'est donc Maximin Consolat, le maire de Marseille en 1834, qui organise le raccord de Marseille à la rivière de la Durance, qui est 80 km plus au nord, par un canal, donc un chantier gigantesque, qui est organisé par un jeune ingénieur qui s'appelle Franz Mayor de Montricher. Donc vous avez également la statue à côté de celle de Maximin Consolat au niveau de la coupole du château d'eau du Palais Longchamp. Et ce chantier, dont vous pouvez prendre ici la mesure, hein, par exemple avec l'aqueduc de Roquefavour, on voit que c'est un projet architectural considérable. Eh bien, ce chantier enflamme les imaginations, ça passionne les Marseillais, on en parle tout le temps dans la presse. L'eau est attendue à Marseille avec la plus grande impatience, on en parle presque comme quelque chose de magique. Et en novembre 1849, le projet aboutit, le chantier se termine, et le canal arrive enfin dans un réservoir de 30 000 m3 sur le plateau de Longchamp, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est en périphérie de la ville. Et ici, là, sur cette photographie, vous pouvez voir le dernier tronçon de l'aqueduc, hein, au niveau du jardin zoologique du Palais Longchamp. Et pour célébrer cet événement, qui est quand même quelque chose de très important, à Marseille, l'arrivée de l'eau, eh bien, la municipalité souhaiterait faire construire un monument. Si bien que l'histoire du Palais Longchamp, c'est d'abord celle d'un château d'eau décoratif. Et vous vous souvenez que dans ces années 1850, il n'y a toujours pas de musée des Beaux-Arts ni de muséum d'histoire naturelle digne de ce nom à Marseille. Il y a toujours les œuvres d'art qui se trouvent dans cet ancien couvent des Bernardines dont on parlait tout à l'heure. Et c'est à partir des années 1860, en 1862, que, officiellement, après de nombreuses hésitations, la municipalité décide de coupler le projet du château d'eau à celui du double musée. C'est dans ces circonstances que, après encore une fois de nombreuses hésitations, notamment avec le sculpteur Bartholdi, hein, que ce tout jeune architecte, cet architecte de 33 ans qui s'appelle Henri Espérandieu, est désigné pour construire le Palais Longchamp. Et Espérandieu est déjà connu à Marseille parce que c'est, comme je vous le disais, l'architecte de la basilique Notre-Dame de la Garde. On peut analyser en détail le programme architectural du Palais Longchamp à partir d'un plan. Alors le Palais Longchamp s'organise d'abord autour d'un pavillon central qui abrite le château d'eau. Donc un pavillon central qui donne sur les pentes du plateau de Longchamp, sur 2 bassins, dans lesquels on va trouver une fontaine ornementale, une allégorie de la Durance, donc une allégorie de l'eau, qui est réalisée par le sculpteur Jules Cavelier. Et puis de part et d'autre de ce château d'eau, on va retrouver une colonnade semi-circulaire ouverte, qui va donner sur les ailes, qui, comme vous l'avez compris, abritent chacune un musée, et qui, dans l'organisation symbolique de l'édifice, sont comme 2 fontaines de savoir issues du château d'eau. Du point de vue stylistique, maintenant, eh bien, ça n'est pas facile de rattacher clairement le Palais Longchamp à une époque ou à une école architecturale particulière. Alors on peut quand même tenter de dégager les grandes lignes. Le premier élément que je peux vous donner, c'est que Henri Espérandieu est originaire de Nîmes, qu'il y a passé son enfance et son adolescence, et il a probablement été influencé par l'architecture de sa ville natale. Et à Nîmes, on retrouve entre autres les Jardins de la Fontaine. Les Jardins de la Fontaine, c'est un parc public du XVIIIe siècle qui est organisé autour des eaux d'une source. Donc on voit tout de suite cette influence d'une architecture d'eau dès l'enfance, dès l'adolescence. On va aussi retrouver des allusions au classicisme français, donc de l'époque du règne de Louis XIV, notamment dans les ailes, qui sont finalement assez linéaires et sobres, et qui vont rentrer en contraste avec la partie centrale du bâtiment, c'est-à-dire le château d'eau et la colonnade,
où on a une architecture qui est beaucoup plus exubérante, avec des galeries, des loggias, des terrasses, qui donnent clairement une dimension méridionale au bâtiment. Alors qu'est-ce qu'Espérandieu va essayer de faire avec le Palais Longchamp? Eh bien, il va essayer de créer un univers où architecture, eau et végétation vont entrer en harmonie. Et cette dynamique, c'est typiquement celle des villas italiennes des XVIe et XVIIe siècles, comme par exemple la villa d'Este près de Tivoli, ou encore le Palazzo Farnese à Caprarola, donc j'ai mis deux représentations ici. Et le modèle de la villa, eh bien, c'est typiquement celui du lieu qui va trouver l'harmonie entre architecture, eau et jardin. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que l'association du château d'eau et du double musée a une portée symbolique qui est particulièrement forte. C'est-à-dire que l'eau qui est si précieuse et qui est tant attendue à Marseille se superpose à l'idée du savoir qui est offert au peuple grâce au musée. Le Palais Longchamp, c'est un édifice à portée idéologique qui va venir satisfaire en même temps la soif d'eau et la soif de connaissance. Et si on file la métaphore, eh bien le Palais Longchamp, c'est un jardin-musée où les Marseillais peuvent venir cueillir le fruit du savoir. Et je conclurai en vous disant que la clé de voûte, si je puis dire, de l'édifice, c'est justement celle de l'alignement du soleil avec l'arc du château d'eau, le 21 décembre, qui a été découverte par Achille Nitou, c'est-à-dire ce moment le plus sombre de l'année, mais aussi ce moment d'espoir où les jours vont allonger, moment où le soleil va venir rallumer la flamme de la statue de la Durance, que vous voyez ici sur cette photographie, qui est au cœur de l'édifice et qui est certainement la flamme de la connaissance qui est contenue dans les deux musées. Tout comme dans le Palais Carly, eh bien, l'architecture se met au Palais Longchamp au service de la grande idée du savoir. Je vous remercie pour votre attention.